Patricia, je suis Patricia Bafadi, je suis entrepreneur en e-commerce. Aujourd'hui, on va parler d'un deuxième homme qui m'inspire. Un deuxième homme, en fait, qui a son nom partout, dans toute la France. Un deuxième homme, en fait, que beaucoup de personnes, en fait, se disent que, ok, il a laissé un héritage. Ok, il a laissé un héritage, mais pour sa génération, sa génération, sa génération future. Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. Et c'est Patricia. Est-ce que vous savez les combats qu'il a menés en fait? Est-ce que vous savez ce qu'il a dû endurer? Est-ce que vous savez quel mindset, quel courage en fait lui a fallu en fait enfanter en fait pour faire en fait ce projet? Pour faire en fait ce projet donc aujourd'hui tout le monde connaît dans le monde entier. Aujourd'hui son nom est dans le monde entier. Est-ce que vous savez par où il est passé? Aujourd'hui on va parler de Édouard Leclerc. Oui, Leclerc. On voit les magasins Leclerc partout. On parle de Leclerc, Leclerc, Leclerc. Mais le fondateur, est-ce que vous savez par où il est passé? Je parle du côté entrepreneurial. Je parle du côté entrepreneurial parce que pour faire ce qu'il a fait en entrepreneuriat, il faut avoir un mindset de malade. Pour faire ce qu'il a fait en entrepreneuriat, il faut être un visionnaire. Pour faire ce qu'il a fait en entrepreneuriat, il faut du courage, il faut de l'audace. Alors, à tout de suite après le jingle. Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, alors, je disais que nous allons parler de Édouard Leclerc. Édouard Leclerc, en fait, c'est un homme, en fait, c'est un Français. Pendant la guerre, la nourriture était très rare, en fait, en France. Et tout était vraiment très contrôlé, quasiment au millimètre près. On ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, l'État, en fait, avait décrété que les grossistes n'avaient pas le droit de vendre aux particuliers. D'accord? C'était tout à fait interdit. Un jour, il est allé dans un magasin à l'époque et il dit, il voulait acheter, en fait, la marchandise, mais en petite quantité. Et on lui dit, mais non, vous n'avez pas droit, donc on ne peut pas vous vendre. Et on est obligé de vendre aux grossistes, en fait, on est obligé de vendre en fait en grosse quantité. Vous êtes un particulier, on ne peut pas vous vendre en fait la marchandise comme ça. Et lui, en fait, il se dit, non mais attends, mais pourquoi on ne peut pas me le vendre, d'accord? Et il a eu l'intelligence. Et là, il a eu, c'est ça en fait un entrepreneur. Il a eu en fait le déclic, il a eu l'intelligence, il a eu le mindset, il a eu vraiment ce truc en fait qui a fait qu'aujourd'hui, ça s'utilise encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sa petite épicerie et dans sa petite épicerie, en fait, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Quand vous venez acheter un produit, en fait, il vous disait en fait d'acheter 1 plus 1. Comme on voit aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui Carrefour, Super U, eux tous ces études, ce système, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire que 2 produits plus le troisième offert. D'accord? C'est lui qui a commencé. Et il s'est dit, ok, d'accord. Quand un particulier achète, il achète un produit. Moi, ce que je vais dire aux particuliers, c'est que acheter 2 plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'acheter quasiment en fait en gros quantité, mais sauf que tu es en train d'acheter en petite portion. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça en place. Et donc, du coup, en fait, quand tu as acheté 2 produits, bah, le troisième était offert ou le troisième était à moins 50%. Ok? Donc, imaginez, pendant la guerre, il n'y avait pas de la nourriture. Donc, du coup, il a eu vraiment cette idée de mettre ça en place. Et quand il a mis ça en place, mais tout le monde allait chez lui. Et ce qui est encore mieux, c'était que à l'époque, en tant que grossiste, tu es obligé de donner des factures, d'établir des factures en fait, à chaque personne. Et lui, il a dit, ok, d'accord. Bah, tous les particuliers qui vont arriver chez moi, qui vont acheter 2 produits plus 1 offert, tu sors avec une facture. Il a contourné le truc. Il a contourné. D'accord? Donc, et tout le monde lui est tombé dessus. Mais c'est pas vrai, mais tu n'as pas le droit de faire ça, et patati, et patata. Mais sauf que les gens, en fait, bah, la nourriture était tellement chère que bah, les gens, en fait, venaient chez lui parce que bah, chez lui, en fait, tu avais 2 plus le troisième offert ou le 2 pour le troisième à moitié prix. En fait, c'est juste pour vous dire, en fait, que en tant qu'entrepreneur, Napoléon Hill a dit, réfléchissez et devenez riche. En tant qu'entrepreneur, on arrive à un moment où, en fait, tu réfléchis. Tu réfléchis. C'est pas forcément détourner la loi, mais tu réfléchis en te disant, mais attends. Parce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui est là pour trouver des solutions. Un entrepreneur, c'est une personne, en fait, pour résoudre des solutions. Un entrepreneur, c'est une personne qui est là, en fait, pour satisfaire, en fait. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a s'est demandé, mais comment je vais faire pour les satisfaire? Comment je vais faire pour résoudre ce problème-là? Et il a trouvé la solution. Et quand il a mis en place la solution, bah, d'accord? Magasin Leclerc est né. C'est comme ça. Et il a pu ouvrir d'autres. Il a ouvert d'autres. Il a ouvert d'autres. Il a ouvert d'autres. Il a ouvert d'autres. Oui, ça n'a pas été facile. Comme dans le reportage que vous allez écouter tout de suite. Ça n'a pas été facile. Il a eu des batailles. On l'a mis les bâtons sur la route. Il a eu plein de choses. Ça n'a pas été facile.
C'est pour ça que je vous dis que la vie de l'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les bébés. L'entrepreneuriat, c'est pour les personnes en fait qui ont décidé de se battre. C'est pour les personnes qui ont décidé de taper la main sur la table en disant qu'à partir d'aujourd'hui, là, je vais me lever. À partir d'aujourd'hui, je vais me battre. Peu importe ce qui va arriver, peu importe les situations, peu importe, je vais me tenir, je vais supporter, mais je vais aller de l'avant. Donc, si tu te veux vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat, là, sache là où tu mets les pieds. L'entrepreneuriat, c'est comme une personne en fait qui ne sait pas nager. Et on te jette dans une piscine. Et là, tu commences à te débattre jusqu'à ce que tu arrives à lever la tête, à monter la tête. Tu arrives à nager. Tu commences à te dire, oh, ça va. Oh, je commence à voir. D'accord? Mais pendant que tu te débats là, le débattre là, ça veut dire que tu dois te former. Ça veut dire que tu dois apprendre. Ça veut dire que tu dois mettre beaucoup de stratégies en place. Ok? Pour arriver justement à commencer à sortir la tête de l'eau. Ok, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Moi, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de personnes, en fait, selon dans les réseaux sociaux, pensent que l'entrepreneuriat, c'est juste, en fait, je me lève le matin, je vais faire une publication et puis je vais attendre que le client il arrive. Non. Écoutez et regardez les histoires de ceux qui ont réussi. Achetez des biographies. Écoutez des biographies. Achetez et écoutez. C'est juste inspirant. En fait, la connaissance se trouve dans les livres, les amis. La connaissance se trouve dans les livres. Il y a des secrets dans les livres que même moi, même là, quand j'ai découvert, pas mal, c'est un livre en ce moment, parce qu'en fait, j'ai pris un abonnement chez Audible. Je ne suis pas en train de faire la pub, mais c'est la vérité. J'ai pris un abonnement chez Audible. Et du coup, en fait, comme j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai pris un abonnement chez Audible, ok? Et comme j'ai des enfants, j'ai pas forcément le temps d'être là, en train de fioter, regarder. Moi, qu'est-ce que je fais généralement? Je mets mes écouteurs pendant que je travaille. Je m'occupe de mes enfants et tout. En même temps, je suis en train de m'instruire, en fait. Et en même temps, je suis en train de travailler. Et dès qu'il y a un truc, en fait, qui me paraît, je dis, ouh, je m'arrête. Je mets mon petit cahier de notes. Je note. D'accord? Non, mais sincèrement, je vous dis, la connaissance, c'est dans les livres, les amis. C'est dans les livres audio. C'est dans les livres. C'est dans les livres, d'accord? Donc, achetez des livres, formez-vous vraiment. Vous allez voir que vous allez gagner des années. Vous allez gagner des années parce que vous allez bénéficier de l'expérience des autres personnes. Donc, voilà. Donc, je vous laisse avec cet extrait de vidéo de Édouard Leclerc qui est juste inspirant. Je te prends le côté entrepreneuriat parce que c'est le côté entrepreneuriat qui m'intéresse. Parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, ok? Toi, 96 000 personnes. En 1936, il fait poser ses 12 enfants pour une campagne politique. C'est la première apparition publique d'Édouard. Il a alors 10 ans. Entre un père d'extrême droite et une mère catholique fervente, il n'y a guère de place pour la fantaisie. 5 frères d'Édouard entrent dans les ordres. Il suit le mouvement, puis se rétracte. 2 ans après être entré au séminaire, il quitte la soutane et retourne à Landerneau. Édouard Leclerc a 23 ans et un vrai goût pour le commerce. Alors, va pour le commerce. Aidé par sa famille, il s'installe comme épicier en gros. Il vendait uniquement à des commerçants. Il partait avec le petit camion et puis il allait livrer dans les différents villages. À l'époque, il y avait 4 épiciers en gros, je ne vais pas vous les citer, ils n'existent plus. Et un jour, ma femme et moi, nous étions place du marché à Landerneau, dans une boutique. Édouard Leclerc entre. La dame, qui le connaissait très bien, lui dit « Qu'est-ce que tu veux, Édouard ?»« Je voudrais vous vendre de l'épicerie, mon pauvre Édouard. Je suis obligé de grouper mes commandes, je ne vais pas prendre encore un 5e. Alors Édouard, je m'excuse, mais je pourrai. » Et il est reparti, sa camionnette. Fil des mois, les affaires de l'ancien séminariste périclitent. Il y a d'abord la concurrence. À Landerneau, elle est rude. Et puis, dans cette France de l'après-guerre qui a connu le marché noir, le commerce est profondément sclérosé. Dans chaque ville, une poignée de grossistes contrôle la distribution, tandis que des petits commerçants se chargent de la vente au détail.
Tous prennent de confortables marges et affichent des prix élevés. « 1951, au bord de la faillite, Leclerc joue son va-tout. Et là, il a eu son idée, il dit, comme les détaillants ne veulent pas m'acheter, ben moi je vais prendre leur place. En tant que grossiste, je vais vendre au détail. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dû voir une voisine, on la voit sur le film avec sa coiffe, et puis les gens que bon. Écoutez, vous achetez une boîte de thé, écoutez, vous n'avez qu'à en acheter 4 et je vous ferai un prix. Ah bon? Et Chicour les roues, pareil, et tout pareil. Mais les gens, dans la semaine, t'as qu'à aller chez Leclerc, il fait des prix, oh dis donc, c'était cher la nourriture à l'époque, ERA. Et ça a démarré comme ça. Alors un jour, je rencontre un épicier en ville que je connaissais bien, et puis il discutait de ça avec d'autres épiciers. On parle de Leclerc, là, je dis, oh là là, c'est un drôle de gars, hein. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il me raconte l'histoire. Mais pourquoi vous faites pas pareil? On a qu'à faire comme lui. On n'a pas le droit. C'est interdit. Il était interdit en tant que grossiste de vendre au détail. Ah ben alors, mais pour ça, il est foutu. Oh, tu vas voir, dans 8 jours, ou dans un mois, on parlera plus de Leclerc. Le jeune homme évite habilement de se mettre hors la loi. Il établit des factures pour chaque client et transforme son petit entrepôt en magasin. Le lieu est sommaire, on n'y trouve que des gâteaux bretons et quelques produits de base, mais à 30% moins cher, on s'y bouscule. Étonnamment, ses premiers clients ne sont pas des gens modestes, qui considèrent que ces prix cassés sont juste bons pour les pauvres, mais des femmes de bourgeois. Jeanne Lefourne, 95 ans, habite au-dessus du premier magasin Leclerc. Plus haut, à gauche. Pas là, vous tournez la deuxième où il y a l'école. Avec son mari, elle tenait à l'époque une des 40 épiceries de Landerneau. On a perdu nos clients qui venaient que ce qu'ils n'avaient pas trouvé chez Leclerc. Alors je dis forcément, si vous venez chez moi, c'est que vous n'avez pas trouvé chez lui. Je les ai envoyés au plot, quoi. Et les gens allaient parce que c'était pas cher. Et puis la nouveauté, c'était la nouveauté. Moi, j'ai acheté un cajot de fruits, mettons, et on a acheté 5 ans. Et les cultivateurs lui baissaient les prix. Et vous n'avez pas eu envie de dire, bon, on va faire la même chose, on va acheter... On pouvait pas. Attirés par ce succès, les journalistes débarquent à Landerneau. En 1959, la fameuse émission 5 colonnes à la une, présentée par une célébrité de l'époque, Pierre Desgroupes, s'invite dans la cité bretonne. Landerneau, 10 000 habitants, 40 épiciers, capitale de l'expérience Leclerc. Depuis 8 ans qu'Édouard Leclerc a ouvert ici son premier magasin, la vie a baissé. Soyez sûr que ces femmes qui parlent au coin de la rue n'ont que 2 sujets de conversation, la baisse et Leclerc. Et le petit hangar qui sert d'épicerie à Édouard Leclerc est en passe de devenir un des hauts lieux de l'actualité. Les détaillants que j'ai vus ici, les petits épiciers de votre ville, m'ont dit que même s'ils souhaitaient faire la même expérience que vous, ils n'en seraient pas capables. Il y a plusieurs façons de vouloir. Car si on attend que ça vous tombe du ciel sans effort, rien ne se fera. Pour qu'ils puissent le faire, il faut que d'abord qu'ils s'arrangent entre eux et qu'ils achètent ensemble. Édouard Leclerc, vous, personnellement, quelle est votre ambition? Ça n'est pas l'argent? C'est quoi? La puissance? Quittant le séminaire, on a toujours l'impression, pour ceux qui ont quitté le séminaire, de trahir son passé. Et on sent le besoin de se racheter, de vouloir faire quelque chose pour calmer certaines inquiétudes personnelles. Vous pensez par conséquent que si vous n'aviez jamais été séminariste, Édouard Leclerc, cette énorme aventure qui a lieu aujourd'hui, les chaînes Leclerc n'auraient peut-être pas eu lieu? Elle n'aurait jamais eu lieu. Les téléspectateurs découvrent l'étrange charisme de cet épicier à l'allure de curé. En réalité, une sorte de moine soldat, dont l'influence s'accroît. Leclerc a converti à son système une dizaine de commerçants bretons. C'est un bon début, mais ce n'est pas assez pour défier des intérêts puissants.
Industriels et grossistes craignent en effet l'apparition de ce trublion qui fait baisser les prix et rogne dangereusement leurs marges. Alors ils le boycottent, lui envoient le fisc, et quand cela ne suffit pas, ils emploient la manière forte. On faisait tout dans notre coin pour l'empêcher d'être approvisionné, en faisant pression sur les fournisseurs entre autres, et en faisant des menaces. Parce qu'on ne voulait pas que son expérience s'étende. On ne comprenait pas qu'il puisse se permettre cette fantaisie, et donc on ne comprenait pas qu'on puisse continuer à l'autoriser, quoi. On m'a dit ici, à plusieurs reprises, que vous étiez aidé. Je ne sais pas par qui. Pouvez-vous me le dire? Je n'ai été aidé par personne, sinon par ma femme. Pas aidé, jure-t-il, c'est inexact. Les équipes de 5 colonnes à la une n'ont pas fait le voyage de Landerneau par hasard. Cette pittoresque mise en scène du petit épicier dans son magasin a des raisons plus impérieuses que le seul devoir d'informer. Depuis l'année précédente, Leclerc bénéficie d'un puissant protecteur dans la capitale, le conseiller économique du général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958. J'ai lu dans la presse, dans le Télégramme de Brest, qu'un épicier avait ouvert un hangar à Landerneau et qu'il vendait des produits de base à prix cassé. Alors j'ai téléphoné au préfet du Finistère en lui disant « Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler d'Édouard Leclerc ?»« Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez ?»« Oh, j'en pense du bien. C'est un homme, c'est un professionnel. » Ben, je lui dis « Envoyez-le-moi. » J'ai donc reçu Édouard Leclerc à l'Élysée, qui était quand même à la fois un peu flatté, un peu étonné, parce qu'un épicier de Landerneau qui se faisait convoquer à l'Élysée, c'était pas courant. Et j'ai trouvé un homme qui m'a marqué. J'ai trouvé une sorte de poète de la distribution, du commerce, et en même temps un homme très réaliste, qui avait les pieds sur terre. Mais il avait une très forte personnalité. Alors, je l'ai laissé partir, et puis j'ai fait un compte-rendu au général de Gaulle, et je lui ai dit « Mon général, excusez-moi de vous demander de recevoir un épicier, mais je crois que ce serait utile. » Ça frapperait l'opinion, ça frapperait la profession. L'Élysée est préoccupé par l'inflation galopante qui ravage l'économie française. Pour y remédier, Jean Méot a une idée en tête. Les prix chers, en particulier dans l'alimentation, pèsent sur le pouvoir d'achat et limitent la consommation. Les blocages du commerce sont un sujet prioritaire pour les Français, donc pour le pouvoir. Leclerc est l'homme providentiel. Édouard Leclerc a été convoqué chez de Gaulle. Il a décrit son initiative en disant je trouve qu'on peut faire le commerce autrement, vendre à prix cassé, d'ailleurs je le fais et je gagne encore de l'argent. Leclerc est reparti, guiré, gonflé et satisfait. Ensuite on l'a fait savoir, ça a fait un coup de tonnerre dans le Landerneau du commerce, et à partir de ce moment-là, le mouvement s'est enclenché. En ce début des années 60, la France compte 35 magasins Leclerc, lorsque tout un symbole, Paris, est conquis. L'endroit fait 50 mètres carrés, mais la foule est tellement dense que la police doit la contenir. Je vois, monsieur, que vous achetez des chemises. Vous n'êtes pas marié? Si, je suis marié. Et c'est quand même vous qui achetez vos chemises? Toujours, oui, c'est toujours moi qui achète mes chemises. Vous faites pas confiance à votre femme pour ça? Jamais pour cela. Il y a aujourd'hui même à Brest un magasin de chaussures qui applique la même formule, vendant 25% moins cher qu'ailleurs. En même temps qu'à Marseille s'ouvre un centre distributeur de produits alimentaires ainsi qu'à Valenciennes. Son nom, son image de marque attire chaque jour de nouveaux adhérents, si bien qu'en 1965, près d'une centaine de nouveaux centres Leclerc ont ouvert. Des commerçants, des artisans le rejoignent, et même certains de ces grossistes qui lui étaient auparavant hostiles, comme Henri Bretéché. Pour ouvrir, il fallait que les gens aillent à Landerneau, 13 rue des Capucins, pour en... Vous l'avez vu cette vidéo, vous l'avez entendu cette vidéo. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en fait, quand j'écoute ce genre de vidéo, en fait, moi ça me donne des idées. Moi quand je regarde ce genre de vidéo, ça m'inspire.
ça me permet en fait de réfléchir, de mettre en place des stratégies. Vraiment, c'est juste inspirant. C'est inspirant. Donc, inspirez-vous des plus grands. D'accord. De temps en temps, je ferai souvent des petites vidéos comme ça d'interviews des personnes vraiment qui m'inspirent. Des personnes en fait qui m'inspirent. Et puis de vous abonner. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont abonnées mais qui n'activent pas la cloche de notification. Donc, de ce fait, ils ne voient pas mes vidéos. Donc, du coup, activez vraiment la cloche de notification de telle sorte que vous êtes au courant en fait à chaque fois quand il y a une nouvelle vidéo, les amis. Ok, parce qu'on est déjà quasiment 5000 abonnés, mais je vois qu'en fait vous êtes abonnés mais vous activez pas les cloches de notification et ça c'est vraiment dommage. Donc activez les cloches de notification, les amis. Voilà, donc on se dit à bientôt. C'était Patricia Bafali, à bientôt, ciao ciao.